Europe 1. Vous êtes bien sur Europe 1, vous écoutez Culture Média tous les jours de 10h à 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Je reçois ce matin le plus célèbre des médecins légistes, Philippe Boxeau, qui sort cet été la BD Post-Mortem. Alors, je précise tout de suite que la discussion qu'on va avoir n'est pas forcément pour tout le monde. Vous pouvez éventuellement éloigner du poste les oreilles les plus sensibles. Parce que alors, même si on a lu ou entendu vos récits, on y apprend plein de choses sur la vraie vie d'abord du médecin légiste. Par exemple, les autopsies. Dans le cadre d'une enquête criminelle, c'est pas du tout comme dans les films avec le légiste tout seul qui parle à son dictaphone. Ça n'a rien à voir avec ça. D'abord, on doit être deux. Ouais. C'est une mesure européenne qui prévoit d'être deux, d'abord parce qu'il y a plus d'idées dans deux têtes que dans une, qui permet aussi de ne pas rester branché sur son idée et de risquer de pervertir l'autopsie parce qu'on va se brancher sur son idée, on a envie qu'elle soit vraie. Et puis, s'il y en a des deux qui disparaît, allez savoir pour une raison ou pour une autre, la mort nous touche aussi. Il en reste toujours bien un pour aller en cour d'assises pour exposer le dossier. Donc, on est deux. C'est une sécurité pour tout le monde. C'est une sécurité pour tout le monde. Dans un état où on aimerait bien que la contradiction puisse être rencontrée même lors de l'autopsie, mais où ce n'est pas possible parce que la plupart du temps, ou on n'a pas l'auteur, ou il est pas en aveu. Donc forcément, on peut pas avoir un médecin qui représente l'auteur lors de l'autopsie, ni un médecin qui représente la famille, c'est pas possible. Donc on est deux. Alors les autopsies se passent toujours de la même manière, en fait, c'est hyper systématique. On commence toujours par un examen extérieur, c'est-à-dire qu'on examine le corps, on relève toutes les lésions qu'il y a relevées, et puis on les interprétera après, et puis on ouvre le corps à la recherche des lésions qu'on ne voit pas, ou pour confirmer que les lésions qu'on a en surface sont bien celles qui ont pu causer la mort, parce que c'est pas parce que vous avez un coup de feu en pleine tête que vous allez nécessairement en mourir. Il faut encore démontrer que c'est cette lésion-là qui a engendré la mort, et surtout qu'il n'y a pas d'autre pathologie interne, pathologie du corps, qui permettrait d'expliquer qu'il en meurt. Donc on doit amener au tribunal, à la cour d'assises ou au tribunal, une certitude juridique. On doit leur dire, voilà, c'est la seule cause de décès possible pour éviter que le doute, comme d'habitude, ne puisse transparaître et bénéficier à l'accusé. Oui, et puis alors vous le disiez, le fait d'ouvrir le corps, c'est quand même quelque chose d'assez particulier comme acte. Ouais. J'imagine que ça vous oblige un peu à mettre à distance le fait que vous êtes avec un humain, même si vous y pensez forcément. Ah mais oui, en fait... Il y a un côté un peu mécanique, j'imagine, dans le travail. C'est extrêmement mécanique, c'est systématique. On a un protocole, on respecte le protocole, c'est le même en France, c'est le même en Belgique. On a une médecine égale qui est parfaitement similaire en France et en Belgique quant à la manière de fonctionner. Pas quant à la manière de requérir. En France, on vous requiert beaucoup plus qu'on nous requiert en Belgique. À telle enseigne d'ailleurs que l'Europe a interpellé la Belgique en disant « Mais qu'est-ce que vous foutez ? Vous faites 10% d'autopsies en moins que dans la moyenne européenne, c'est-à-dire qu'en France. » Et ce qui me fait dire, quand je fais mes conférences... j'ai dit toujours aux Français, écoutez les gars, si vous voulez buter, venez buter en Belgique, vous avez moins de chances d'être pris qu'ailleurs. Nous passons quand même à côté c'est une évaluation, mais de 70 à 80 meurtres par an sur le territoire belge. Ouais. Nous sommes le pays du surréalisme, donc ça rentre bien dans la structure, la mentalité belge. Mais on a beau attirer l'attention du gouvernement là-dessus, et mon Dieu, ça ne bouge pas beaucoup. Et sur ce côté, la mise à distance, j'imagine qu'il ne faut pas avoir trop d'empathie quand même. On ne peut pas. L'empathie, c'est un brouillard. C'est exactement comme si vous brouilliez des ondes radio, vous êtes en train d'écouter la radio, et l'empathie va brouiller les ondes, donc il va brouiller votre réflexion. Et ce brouillage, on n'en veut pas. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas d'empathie vis-à-vis du corps que l'on est en train d'autopsier, ce qui veut dire que je le mets à distance. Pour moi, ça devient un objet de travail. Ouais, il faut traiter avec respect. C'est pas parce que c'est un objet qu'on doit le maltraiter. On doit le traiter avec respect. Et je crois que la meilleure chose qu'on puisse faire pour lui, et c'est ce que je voudrais qu'on fasse pour moi, si un jour il advenait que je mourrais d'une façon suspecte, c'est que l'on m'autopsie. Parce que j'ai pas envie que la sale bête qui m'aura buté ne passe pas en prison et passe à côté de cette case. Comment vous arrivez à faire ça ? Parce que je me dis, parfois, en plus, c'est terrible, et ça vous l'évoquez dans votre BD, vous avez même affaire à des enfants. Comment est-ce qu'on peut mettre à distance ? Enfin, je me dis, ça, c'est surhumain. C'est amusant. Hier, j'ai un ami qui m'a envoyé les toutes premières... on a des journalistes qui nous ont suivis à différentes époques depuis les années 90, et la toute première époque, donc le tout premier film qui a été tourné sur nous à Liège, c'est une émission qui s'appelait Striptease, on était en 91. Ah bah oui, on connaît tous. Et Striptease, mon patron de l'époque, qui est malheureusement décédé maintenant, Georges Brailly, expliquait lui aussi, et c'est commun à tous les légistes, je pense, que les autopsies d'enfants sont des autopsies qu'on n'aime pas faire. Et objectivement, moi je déteste. Il faut les faire. Il faut les faire parce qu'il y a justice qui doit s'accomplir. Il y a aussi le deuil des parents qui doit pouvoir se faire. C'est-à-dire que la famille a besoin de savoir de quoi il est mort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte,
vous êtes peut-être pas rendu compte. Mais la première réaction quand on vous annonce que quelqu'un est mort, c'est pas vrai. Si, c'est vrai, si je te le dis, c'est vrai. 1, 2, il est mort de quoi? Alors, c'est une question qui hante parfois les familles pendant très longtemps, notamment quand ils ne veulent pas croire que leur enfant, leur fils, leur père, leur mère, a pu se suicider. Mais c'est pas possible. Et on n'a rien vu. Et alors se développe un sentiment de culpabilité parce qu'ils n'ont rien vu. En se disant, mais on aurait peut-être pu faire en sorte que ça, si on l'avait su, que ça n'arrive pas. Donc il y a une espèce de sentiment de culpabilité qui apparaît. Moi je crois qu'on est là, pour leur expliquer que quand quelqu'un décide de se suicider, tu peux danser sur ta tête, il y arrivera de toute façon. S'il a vraiment décidé, il le fera. Et puis 2, pour leur expliquer comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a vraiment un côté enquêteur dans votre boulot, Philippe Boxeau, comme ce jour où un homme était mort en sortant les poubelles, mais l'arme avait disparu. Et il n'y avait aucune trace du tueur. C'est un grand moment, ça. Il avait neigé, donc on a des traces de pas du bonhomme qui allait jusqu'au trottoir. Visiblement, il a déposé un sac poubelle, et puis il était revenu. Et puis à partir de là, on le retrouve à l'intérieur de sa maison, porte grande ouverte. À l'intérieur, donc il n'avait pas fermé. S'il n'avait pas fermé, c'est qu'il avait une raison. Il n'a pas eu l'occasion de la fermer. Et il a traversé tout son hall, et puis il a traversé tout son living. Et puis il est allé au bout du living, c'est là que se trouvait le téléphone. C'est l'époque où les téléphones étaient encore accrochés au mur, ce qui nous permettait de bénéficier d'une certaine liberté. On n'avait pas un appareil qui nous sifflait tout le temps. Et puis là, visiblement, il décroche le combiné, il veut appeler des secours. Il n'a pas le temps de les appeler, parce que quand on fait la touche rappel, on voit qu'en fait, aucun numéro n'a été produit. Il s'effondre. En fait, il est en hypovolémie, ça veut dire que le sang a rempli sa cavité thoracique. Je crois que c'était la droite, si mes souvenirs sont bons, mais ça, je suis plus sûr 100%. Et puis, nous, on arrive, et je vois une énorme mare de sang devant une plaie qui se trouve juste à hauteur de la base du cou à droite. Juste là. Et cette plaie saignante, je comprenais pas qu'avec l'abondance du sang qu'il y avait là, il n'y ait pas eu du saignement depuis la porte d'entrée, c'est-à-dire depuis le lieu, pour moi, de l'agression. Et puis pas d'armes, pas de traces, pas de traces de pas. Mais alors je me dis, pas d'armes, c'est pas un problème. L'auteur rentre, il récupère son couteau, il repart, quoi. Et ça pouvait pas être un couteau, ça devait être une espèce de poinçon, c'est-à-dire une structure ronde à l'origine et relativement effilée. Puisqu'à la fin, j'ai une structure vraiment effilée dans ma plaie, donc je cherche un poinçon. On cherche, l'enquête s'enlise, et puis on fait la reconstitution, c'est 6 mois plus tard. Là, il faisait chaud à crever, et je suis à côté du policier qui m'a reçu. Et il me dit, il fait chaud. Je dis, putain, je me souviens, un jour on est venu, il faisait vraiment caillant. D'ailleurs, j'ai glissé sur une plaque de glace. Oui, vous savez, il n'y avait pas que les plaques de glace, Il y avait plein de stalactites qui pendaient là à la corniche. J'ai tout cassé pour ne pas qu'il y en ait un qui se blesse une fois qu'une stalactite tomberait. Ça y est, tilt. Voilà. Il a été tué par une stalactite. Il a été tué par une stalactite. Quelle mort étrange quand même, et triste. Quoi. C'est une des morts les plus particulières que j'ai eues. Ah ouais. La BD post-mortem de Pierre Allary et Philippe Boxeau, elle sort le 26 août, puis tous vos livres avec toutes ces histoires, c'est disponible aux éditions Kennes, et on a d'autres histoires à raconter dans un instant, comme le fait que vous avez découvert qu'on pouvait tuer quelqu'un avec une tondeuse à gazon, et c'est vous qui vous en êtes rendu compte, Philippe Boxeau, et là c'est vraiment un travail d'enquêteur, d'orfèvre, on va en parler dans un instant. Et puis vous le savez, aujourd'hui nous sommes le vendredi 19 juin, il y a 40 ans, le 19 juin 1986, c'était un jeudi, Coluche disparaissait juste après avoir créé les Restos du Cœur sur l'antenne d'Europe 1. Coluche, c'était une silhouette, une voix, une liberté de ton. Il était direct, sans fil, avec des sketchs devenus cultes aujourd'hui, auxquels le comédien et l'humoriste Julien Rossier redonne vie dans un spectacle événement. Si vous aimez Coluche, allez applaudir Julien Rossier sur scène. C'est l'histoire d'un mec, un spectacle hommage qui s'adresse à toutes les générations, celles qui ont connu Coluche sur scène comme celles qui découvrent aujourd'hui cet héritage majeur de la culture populaire française. C'est l'histoire d'un mec en tournée dans toute la France à partir du 3 septembre 2027 en partenariat avec Europe 1. Merci d'être avec nous pour la suite de Culture Média. On est toujours avec le médecin légiste Philippe Boxeau qui publie cet été la BD Post-Mortem. Et alors dans cette BD, il y a une histoire improbable de suicide. Parce que ça aussi, ça fait partie de votre boulot, vous nous le disiez. Et alors là, c'est l'histoire d'un homme qui ne voulait absolument pas se rater. Donc il se met la corde autour du cou et il a aussi un fusil dans les mains. Oui, en fait, il était un peu petit aussi, et pour attacher la corde en hauteur sur son balcon, mais on le voyait pas d'en bas, c'est un balcon de building à plusieurs étages, et il monte sur une chaise. Il accroche la corde est un peu courte, donc il doit rester sur la chaise
tant mieux, il va pendre dans le vide, hein. C'est autant, ça va plus vite. Et il veut pas se rater, donc il se met une carabine en bouche. Le problème, c'est qu'il a les bras un peu courts pour toucher la détente. Donc il est obligé de mettre la carabine de travers, plutôt que bien perpendiculaire à l'axe, en manière telle que la balle serait montée dans la boîte crânienne. Et là, en tirant, et en se laissant aller en même temps qu'il se pendait, il a coupé la corde. C'est-à-dire que la balle est sortie par la bouche, il a coupé la corde, il est tombé en avant, il s'est fracturé le crâne et il est mort d'une fracture du crâne. Donc il est mort il est mort de sa chute en fait. Il est mort de sa chute. Elle est incroyable cette histoire. Et alors il y en a beaucoup des histoires comme ça et qui montrent à quel point l'autopsie est déterminante, parce que ça on peut pas le découvrir autrement que dans une autopsie. Ah ouais, et on a une jeune fille qui avait voulu tuer son père. Cette histoire, elle est fascinante. Elle arrive en pleine nuit, elle débranche l'alarme, elle prend le flingue, elle sait où il est, elle sait tirer, son père lui a appris à tirer. Elle va dans la chambre du père, visiblement elle allume rien. Elle va à la chambre du père et tu as de la lumière qui vient par l'extérieur, par les réverbères de la rue, et qui montre le corps dans la pénombre, mais elle le voit, le flingue est armé, elle vide le flingue dans le corps de son père, elle le dépose, elle se barre, et à l'autopsie je constate que, en fait, tous les orifices de passage de projectiles ont été créés post-mortem. Ça veut dire qu'il était déjà mort quand elle lui a tiré dessus. Elle est bien visée puisqu'il y a une balle qui avait traversé le cœur. Donc s'il avait été vivant, il en serait mort. C'est une certitude. Mais il était mort. Il était mort d'une hémorragie cérébrale pendant la nuit. C'est une des raisons pour lesquelles on fait toujours des autopsies complètes, hein, pour bien toujours faire le tour du cas, être sûr que la réponse qu'on va donner au tribunal soit la bonne et qu'il n'y ait pas moyen de la contredire. Quand on a un doute, surtout, on le dit. Mais là, pas de doute. Tous les projectiles ont traversé le corps alors qu'il était déjà mort. Ce qui veut dire qu'il ne l'a pas tué. Le type, en fait, est mort d'une hémorragie cérébrale en dormant. Et puis, sa fille est venue pour le tuer. En clair, il est mort 2 fois, il ne le sait pas. C'est ce que je dis toujours. Elle a tué un mort. Elle a tué un mort. On l'a mise au BCS, c'est le bulletin central des signalements, pour qu'elle arrête de cavaler, parce que les gens cavalent, en général, ils commettent des délits. Donc, il faut protéger la population plus que ne protéger elle, mais la population en tout le moins. Et il a fallu qu'on lui explique qu'elle n'avait pas tué son père. Et je me souviens avoir eu toutes les peines du monde à ce qu'elle comprenne qu'il était déjà mort, parce qu'elle n'en revenait pas. Et alors, le gag, l'étonnant, c'est qu'à ce moment-là, elle a pleuré parce que son père était mort. Oh non. Ah ouais. Mais attendez, et aux yeux de la loi, elle a été innocentée, cette condamnée femme ou pas? Aux yeux de la loi, c'était pas un meurtre, hein, puisque pour tuer quelqu'un, il faut qu'il soit vivant. Donc c'était déjà plus un meurtre, c'est pire qu'un meurtre, c'est un assassinat, c'était le niveau. C'était prémédité. Avec la volonté de le faire, le plus élevé de l'homicide volontaire. Donc elle n'a pas été condamnée pour ça. On aurait pu la condamner pour profanation de cadavres, ça oui, ça fait partie de la loi, mais ça n'a pas été fait. Ou juste pour la volonté d'avoir voulu tuer son père. Eh ben non, on ne peut pas ça. On peut pas. Vous pouvez avoir la volonté de tuer quelqu'un, vous pouvez passer à l'acte, mais si la tentative, comme on dit, de meurtre est absolument impossible, et c'est le cas ici, on peut rien faire. C'est pour ça qu'effectivement, c'est important d'autopsier le corps en entier. Et alors, depuis les années 90, la loi impose que la famille puisse voir le corps après l'autopsie maintenant. Oui. Et ça, c'est très très bien. Parce que pour se rendre compte que quelqu'un est mort, psychologiquement, il n'y a rien tel que de le voir mort. Et de savoir l'identifier aussi. Alors, tous les corps ne sont pas toujours intacts. On les trouve parfois putréfiés, etc. Mais j'ai constaté avec les gens que j'ai eu à côtoyer, les familles que j'ai eu à côtoyer, qu'un simple segment du corps, il n'y a pas besoin de voir tout le corps. S'il n'est pas vraiment présentable, il n'y a pas besoin de voir tout le corps, mais voir la main, voir un visage, tatouage, si possible, le visage, dans le meilleur des cas. Alors on fait appel aux thanatopracteurs, donc à des gens qui ont une certaine capacité de restauration pour que ce ne soit pas hideux, parce que il faut encore reconnaître le corps, hein. Et je vous assure qu'avec la putréfaction, vous avez toutes les chances, s'il est bien avancé, de ne même pas arriver à reconnaître. Et avant, on ne vous obligeait même pas à refermer le corps en tant que médecin légiste. C'est-à-dire qu'on rendait le corps comme ça, quoi. Ouais. On rendait le corps comme ça, mais la famille ne le voyait plus. Et le cercueil était scellé, c'était une pièce à conviction, et donc briser les scellés, c'est une infraction, personne ne le faisait. Et c'était logique. Mais il faut savoir que les mentalités évoluent. Et on vit, nous, dans ces mentalités-là. Moi, j'ai connu cette mentalité où on refermait pas le corps, je trouvais ça normal, en me disant, de toute façon, il va plus servir. Et puis, maintenant, je ne conçois même plus qu'on ne le fasse pas. Et par respect pour le corps, et par respect pour la famille, quoi. Et ce qui est fou dans votre travail, Philippe Boxeau, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, il est plus large que juste ce moment, important évidemment, dans la salle d'autopsie. Parfois, vous faites vraiment un travail d'enquête. Il y a notamment une histoire de tondeuse à gazon comme ça, qui m'a impressionné parce que je me suis dit, en fait, Philippe Boxeau, c'est comme un enquêteur. On participe à l'enquête. On n'est pas des enquêteurs, mais on y participe. Mais là, c'est vous qui avez quand même trouvé la solution. Et là, oui, mais c'est par hasard. Hein. Et là, le juge me demande, c'est un monsieur qui meurt dans un chemin de terre encaissé entre, d'une part, un accès vers un petit bois qui était un peu élevé, et d'autre part, un accès à une prairie qu'un monsieur
un monsieur en retraité, donc quelqu'un qui a le temps, quoi. Je dis ça parce qu'il faut que je tonde ma pelouse depuis 3 semaines, c'est toujours vrai. Et il était en train de tondre sa pelouse avec le même tracteur tondeuse que moi. Ah oui. Alors il faut savoir que moi avec les tracteurs tondeuses j'ai aucune chance. À chaque fois que je le mets en marche, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et mon réparateur me connaît bien. Ah, on est samedi, monsieur Boxo, c'est vous. Voilà, il se marre, il me dit ce qu'il faut faire. Et maintenant je commence à savoir, mais à l'époque je savais pas. Et puis on retourne sur place parce que c'était tellement spécial. Un type égorgé dans un chemin de terre parce qu'il promenait son chien, à distance de la route, vraiment à distance. Une plaie pas très nette. Une plaie pas nette. On n'imaginait pas que quelqu'un ait pu descendre du bois pour le flinguer. On n'imaginait pas non plus quelqu'un qui a attendu sur un plein milieu du chemin pour venir l'égorger. Donc ça correspondait à rien. Pour nous, sur le plan judiciaire, enfin pour la police judiciaire, ça correspondait à rien. Et donc on me demande, retourne un peu sur place avec le labo. Ce qu'on fait. Et puis, le bonhomme, là, le retraité, est venu nous voir parce qu'il voit qu'il y a de l'agitation, ça lui plaisait bien, donc il vient nous voir. Et je papote avec lui, c'est quoi votre tracteur tondeuse? Moi, sur le temps que les autres travaillent, je vais voir le tracteur tondeuse. Et je dis, ah, c'est le même que le mien. Moi aussi, je butais l'autre jour sur une pierre, la lame était cassée. Et puis, c'était inutile. La lame était cassée. Et le gars, là, vous l'avez vu avant ou après que le tracteur soit tombé en panne? Il me dit, c'était avant, et au moment où je le vois, pratiquement en même temps, mon tracteur tombe en panne. Je me dis, merde. Elle est où votre lame? Elle est chez le réparateur. On va chez le réparateur. On était allé chez le réparateur, j'ai regardé la lame, il manquait un petit morceau. Mais un tout petit morceau. Et puis on avait un détecteur de métaux avec les gens du labo. Ouais. Et on a scruté l'endroit, on s'est mis dans l'axe de la pierre, dans l'axe de l'endroit où était le type, on a scruté, on a retrouvé le morceau, il était imprégné de sang. C'est ce qui avait créé cette sale lésion, parce que c'était pas une belle lésion enfin une belle, pour autant c'est un médecin légiste qui vous parle, hein. Une belle lésion, c'est un coup de couteau net, bien net. Voilà, c'était quelque chose un peu déhissant, un peu déchiré. C'était un bout de cette lame qui avait giclé à cause de la pierre et qui était allé tuer cet homme plus loin. Oui. Et alors maintenant, ces gars, il y a des gens qui me disent, vous savez, maintenant quand je tombe à pelouse, je fais rentrer les enfants et les chiens. Bah oui, mais effectivement. Ouais, ça peut arriver. Incroyable, c'est exceptionnel. Ces histoires de Philippe Boxo. Rassurez-vous. Enfin, à chaque fois, vous nous dites que l'histoire est exceptionnelle, mais vous avez beaucoup d'histoires exceptionnelles. Il y a une belle collection. Ouais. Oui, je suis pas seul. Demandez aux autres médecins légistes de France et vous allez voir. Ils ont de très belles histoires à raconter. Allez lire les bouquins de Philippe Boxo, c'est toujours passionnant de vous écouter. Et puis donc, on attend cette bande dessinée Post-Mortem qui sortira le 26 août, toujours chez le même éditeur. Oui, c'est chez Kenes. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci Philippe.